Mesdames, Messieurs, bonsoir. Léon XIV est le successeur du pape François. Le conclave a élu le cardinal américain Robert Francis Prévost comme 267e évêque de Rome. Saluant les 100 000 personnes présentes jeudi soir sur la place Saint-Pierre, le nouveau pape a tenu à remercier tous ses frères cardinaux qui l'ont choisi pour être le successeur de Pierre et pour marcher avec lui en tant qu'Église unie à la recherche de la justice. Face aux nombreuses guerres que le monde traverse en ce moment, du haut du balcon de la cité Vaticane, dans la toute première prise de parole en tant que souverain pontife, le nouveau pape a exhorté, il a parlé de la spécificité de la paix qui vient de Dieu. C'est la paix du Christ ressuscité, une paix désarmante, humble et persévérante. Cette actualité de portée mondiale, vous vous en doutez bien, commentée par la presse nationale. Et comme vous l'imaginez, à scène de presse ce dimanche 11 mai, nous en parlons en nous posant des questions sur les défis futurs du pontificat de Léon XIV. Doit-on s'attendre à une rupture doctrinale profonde dans la mission évangélisatrice de l'Église? Et dans la perspective de la construction d'une Église synodale et missionnaire, comment préserver l'unité dans l'universalité? Nous sommes rendus à quelques jours de la fête nationale. On va s'arrêter et réfléchir un tout petit peu sur l'unité nationale dans le respect de la diversité ethnique et culturelle au Cameroun. Et puis dans le prolongement du traitement de l'actualité politique de la semaine, les invités sur le plateau vont échanger sur la démarche du groupe de Douala qui ambitionne de concrétiser l'idée d'une candidature forte de l'opposition à la prochaine élection présidentielle du mois d'octobre 2025. Les invités vont également débattre des priorités du nouveau gouvernement au Gabon. Par le choix des hommes, le président Brice Clotaire Oligui-Nguema, investi le 3 mai dernier, semble résolument mettre le cap sur la réforme des services de base et sur la diversification de l'économie de son pays. Parmi les personnes ressources que nous avons fait venir ce soir, vous retrouvez Jean-Baptiste Bamamba. Bonsoir. Bonsoir Séverin et bonsoir aux millions de téléspectateurs de la CRTV. Je rappelle que vous êtes journaliste, président national de Tourcom Cameroun. C'est le réseau des communicateurs du tourisme, réseau des communicateurs touristiques au Cameroun. En face de vous, vous avez Jean-François Mebenga. Bonsoir. Bonsoir Séverin, je salue vos millions de téléspectateurs. Merci d'être venu. Vous êtes journaliste consultant, un ancien de la CRTV, pour ceux qui ne le savent pas. Freddy Onane est avec nous, directeur de publication du journal Le Décret. Bonsoir. Bonsoir Séverin, bonsoir mes aînés, avec qui je partage le plateau ce soir, et bonsoir à tous les téléspectateurs de la CRTV. Je termine par David Melvin Eboutou. Bonsoir. Bonsoir Séverin, ma fraternité aux autres co-panélistes et toute ma sympathie renouvelée aux téléspectateurs de la CRTV. Merci de m'avoir une fois de plus convié sur votre plateau. Docteur en histoire des relations internationales, panafricaniste et par ailleurs auteur. C'est cela. À tous, merci d'avoir répondu favorablement à l'invitation de la CRTV. La fumée blanche s'est élevée au-dessus de la chapelle Sixtine le jeudi 8 mai 2025 vers 17h08, heure de Rome. C'était donc 18h à Rome, 17h au Cameroun, marquant ainsi la fin du conclave et l'élection du nouveau souverain pontife de l'Église catholique. Le cardinal Robert Francis Prévost, 69 ans, jusqu'à présent préfet du dicaster pour les évêques, originaire des États-Unis, a été élu pape sous le nom de Léon XIV par les 133 cardinaux électeurs qui étaient réunis à Rome donc depuis le 7 mai 2025. Il a été élu au 4e tour du scrutin à l'issue du 2e jour du conclave. Le nouvel évêque de Rome est né le 14 septembre 1955 à Chicago aux États-Unis. Il a passé de nombreuses années comme missionnaire au Pérou avant d'être élu à la tête de l'ordre des Augustins pour 2 mandats consécutifs. Monseigneur Dominique Mamberti, en tant que cardinal protodiacre, a été chargé d'annoncer au monde l'élection du nouveau pape depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre. Il a prononcé la célèbre formule « Habemus Papam ». Léon XIV est élu au 2e jour du conclave, soit 25 heures après le début du processus de vote.
en termes de probabilité et de chance, il n'était sans doute pas favori sur le sujet. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé à l'intérieur de la chapelle Sixtine. C'était à huis clos, coupé du monde. On va peut-être dire qu'il a déjoué les pronostics. Jean-François Mbenga. Merci de me passer la parole. C'était pour les habitués, ceux qui sont habitués à suivre ce cérémonial-là, eh bien, les choses se sont passées très vite. Dans leur considération, dans leur analyse, ils ont trouvé que l'élection est intervenue peut-être un peu plus tôt que prévu ou qu'attendu. Donc, ça a été une surprise à ce niveau-là. Et les gens se posent des questions sur le rôle que le défunt pape aurait joué dans cette élection. Son influence aurait été suffisamment forte. Parce que c'est lui qui fait de lui le cardinal en 2023, je crois. Voilà. Donc, ils ont probablement vécu en Afrique du Sud au même moment. Ils se seraient vus là-bas en Afrique du Sud. Et il a eu cette présence d'esprit de l'appeler au Vatican. Et il était au Vatican pratiquement son bras droit. Parce que au niveau des coutumes et des idées, ils se rapprochaient tous les deux. Donc c'était dans l'humilité qu'ils encadraient leurs chrétiens. C'était dans l'humilité qu'ils ont défendu leurs intérêts sociaux, etc. Donc il y avait un certain rapprochement entre ces deux grands religieux. Alors on se pose donc la question de savoir si le pape, avant de mourir, aurait laissé des consignes, ses dernières volontés. Est-ce que ce sont ces dernières volontés qui auraient facilité cette élection? On se pose des questions parce que ça se passe dans le strict secret. Donc, ça s'est passé très vite. Alors, docteur Iboudou, on n'a pas vu venir le pape Léon XIV. Son nom ne circulait pas du tout, peut-être qu'entre les 133 cardinaux, peut-être que ça circulait déjà, mais on voyait plus l'Italien arriver, on parlait probablement d'un Africain qui serait arrivé, on parlait de beaucoup d'autres personnes. Est-ce qu'on le voyait venir? Non, de l'avis des spécialistes, on ne le voyait pas venir, et même de l'avis d'un certain nombre de fidèles très avertis dans la sphère catholique roumaine. On ne voyait vraiment pas ce pape-là être désigné, comme on l'a vu il y a quelques jours. Mais je crois que bien malheur serait celui qui dirait avec exactitude ce qui se passe dans des conclaves, dans ces synodes-là, quand les cardinaux se réunissent pour choisir un pape. Est-ce que c'est une élection comme on a l'habitude de le voir? Est-ce qu'il y a des candidats qui se lèvent, qui s'autodésignent et qui veulent quelque part que l'élection se passe autour d'eux? Est-ce qu'il y a une critériologie objective qui fait que il y a forcément quelques personnalités dans ces milieux-là qui se dégagent et autour desquelles se passe finalement le vote? Il y a donc un certain nombre de questionnements qui font que qui rendent davantage illisible ce qu'on aimerait avoir comme élément de réponse dans ce qui s'est fait. Ce que nous savons, c'est qu'il y a eu quelques éléments qui prêtent quand même à des interrogations. D'abord, ce pape-là, je crois, et vous l'avez rappelé, n'est cardinal que depuis 2023. C'est quand même météorique, c'est-à-dire qu'à peine 2 ans dans la fonction de cardinalat, et puis passé cardinal-évêque récemment, en février 2025. Donc beaucoup de gens ne le voyaient pas à ce stade-là.
peut-être que cela vient renforcer le caractère spirituel de cette affaire-là, qui est, vous savez que quand on fait des lectures à connotation spirituelle, il y a toujours un côté illisible, on ne comprend pas toujours, on vous parle de Saint-Esprit, etc. Mais ce que moi je voudrais dire, c'est surtout le caractère inédit qui a suscité aussi l'attention du monde entier autour de cette élection-là. Dites-vous très bien que beaucoup de gens en parlent. Cela a captivé l'audimat de plusieurs personnes dans le monde, parce qu'aujourd'hui, nous parlons quand même d'une communauté qui fait partie, en fait, pas qui fait partie, qui est la plus importante en termes de nombre de fidèles dans le monde. On parle quand même du 1/8. Du 1/8 de la population mondiale. C'est-à-dire c'est 1,3 milliard fidèles aujourd'hui que compte quand même l'Église catholique. Et cela veut dire que quand on doit désigner la figure hégémonique de cette Église-là, il me semble que ce n'est pas quelque chose d'anodin. Donc, j'y vois davantage un enjeu qui va au-delà du spirituel, un enjeu qui est davantage politique. Qui est davantage géopolitique, qui est même diplomatique et politique. Et de ce point de vue-là, il me semble que ce n'est donc pas un hasard si les cardinaux ont jeté leur dévolu sur ce monsieur-là, cet Américain-là, parce qu'il me semble qu'il y a un contexte qui se prête, et si vous voulez, on pourra entrer dans le fond tout à l'heure pour expliciter pourquoi on pourrait objectivement penser que ce monsieur-là, ce cardinal, monsieur Prévost, pourrait aujourd'hui être celui qui pourrait assumer un certain nombre d'intérêts dans la lignée de son prédécesseur pour effectivement continuer à assumer les missions que ce dernier parti lui a léguées. Le cardinal Robert Prévost était, je l'ai dit, préfet du dicaster pour les évêques. Il était connu pour son engagement missionnaire, son attachement à la proximité avec le peuple et son action en faveur des plus démunis et des migrants. Eh bien, Jean-François Mebenga l'a souligné, il était très proche des idées véhiculées par le pape François. Alors, Jean-Baptiste, vous le voyez arriver à ce poste-là, à cette fonction? Pas vraiment, parce que effectivement, comme vous le dites, la nomenclature et puis la diversité donc, des candidats laissait présager que peut-être pour une fois, peut-être nous Africains, nous voulions une rupture. C'était un gros rêve aussi. Hein. Voilà, donc évidemment de voir le cardinal Sarah qui a longtemps été annoncé dans les médias et tout. D'ailleurs, je m'amusais une fois à dire que cette surexposition médiatique à laquelle faisait face le cardinal Sarah ne lui était pas une bonne chose d'ailleurs. Sauf qu'il a dépassé l'âge déjà, le cardinal Sarah, donc il n'était plus dans la shortlist. Mais écoutez, c'est vrai, je crois 79 ans quand même. Il y a 80 ans qui est l'acte et l'âge butoir, etc. Ben écoutez, moi, pour avoir un peu travaillé avec le cardinal Pietro Parolin, qui est au Cameroun, je pense, en 2022-2023, un homme sobre et tout. Je le voyais peut-être comme étant quelqu'un qui pouvait reprendre la chose parce que, étant, il faut dire, secrétaire d'État, il avait vécu pas mal de choses, il avait mené les affaires, la diplomatie, parce que le Vatican, il faut aussi le considérer comme étant un État, et il y a pas mal de choses à faire sur le plan extérieur et autre chose. Non, moi, je ne le voyais pas, je ne voyais pas Léon, et puis je me disais que effectivement, quelque chose de pur, de dur allait se faire parce qu'il ne faut pas envisager l'élection du cardinal comme étant une chose purement spirituelle. Au-delà du spirituel, il y a de véritables enjeux idéologiques, il y a de véritables enjeux également géopolitiques. Alors, est-ce que vous attendez à une rupture au plan doctrinal, ou bien ce sera la continuité de l'œuvre réformatrice du pape François? Avant vous, Jean-François Mebenga disait déjà qu'il y avait un rapprochement idéologique entre le pape François et le pape Léon XIV. Il était encore cardinal. Est-ce que vous voyez une rupture, un bouleversement? Mais, merci Sévérin. En réalité, je veux d'abord indiquer quelque chose à l'entendre de mon propos, c'est que l'élection du pape est totalement détachée des autres élections ordinaires que nous connaissons dans les États à travers le monde. Mais c'est le reproche qu'on fait aussi au Vatican. Hein, vous vous souvenez bien de la fameuse lettre pastorale des évêques au Cameroun. Il y en a qui ont pensé qu'il y a une certaine opacité dans le choix d'un pape. Et on l'a encore vu, personne ne sait ce qui s'est passé dans la chapelle Sixtine pendant les 25 heures. Donc, si c'est un
Un complément pour vous, je suis désolé. Justement parce que l'élection du pape relève d'un mystère, le mystère ecclésial. Et vous rendez-vous compte que c'est une élection qui se fait sans campagne. Avoir mené beaucoup d'études sur l'histoire de l'Église catholique. Parce que c'est d'abord un État, le Vatican. C'est un État. C'est un acteur politique en plus. Il est spirituel, mais c'est un acteur politique. C'est pour ça que le Vatican est un État totalement différent, parce qu'il a ses règles, il a ses normes. Et vous autres qui êtes en dehors du Vatican, vous voulez pénétrer le Vatican sans y être, sans le connaître. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de spéculations autour de l'élection du pape, comme cette semaine-ci. Avant l'élection du pape, il y a plusieurs préalables qui sont mis sur pied. Il y a d'abord des congrégations générales des cardinaux, au cours desquelles les cardinaux se réunissent pour essayer de définir les nouvelles orientations du prochain pape. Il y a un élément peut-être que vous mettez de côté. Par la position, il y a pour les cardinaux entrent à la chapelle Sixtine sous l'hymne de la litanie des saints. Pour ceux qui ont... Pour les catholiques, ils savent ce que c'est que la litanie des saints. Ça veut dire que celui qui va voter, il ne vote pas, le choix n'est pas orienté seulement par ses simples aspirations, mais il est également guidé par le choix des saints, par l'Esprit Saint qui habite en ce lieu saint qui est la chapelle Sixtine. Donc je voudrais donc qu'on fasse quand même un distinguo entre l'élection du pape, qui incarne l'homme spirituel, et les élections ordinaires dans les autres États, bien que le Vatican soit un État. Bon, on n'insiste pas sur l'élection du pape. Nous n'avons pas suffisamment d'éléments pour apprécier ce qui s'est passé à la chapelle Sixtine. Mais le pape est déjà élu. Nous disons que c'est d'abord le représentant d'un État. Bien sûr. En face, il a d'autres États. Alors maintenant, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y aura une rupture du point de vue de la doctrine, comme on le dirait, du point de vue idéologique chez les Américains, les Camerounais, les Gabonais? Est-ce que ce sera la continuité? C'est le sens de ma question. Bien, pour répondre à votre question, il est simple, il faut remonter justement un premier élément. C'est le choix du nom du nouveau pape. Il a choisi Léon. Pourquoi Léon? Et il appartient à une congrégation. C'est un augustinien. De Saint-Augustin. Voilà. Alors, quelle est la spiritualité augustinienne? C'est l'union dans la charité. Maintenant, dans ses premiers mots, il a parlé de la paix. Son prédécesseur, François, était déjà dans cette lancée-là. Il a parlé d'une église missionnaire, une église synodale. Cela a un sens. Est-ce que vous percevez, il y aura peut-être un changement? La question est posée à tout le monde, pas seulement à Freddy. Oui, alors ce qu'il faut dire, c'est que l'Église catholique est à un tournant de son histoire, avec toutes les questions qui sont mises sur la table depuis un certain temps, avec l'homosexualité, avec le mariage des prêtres et bien d'autres choses encore. Et bien, je pense que le nouveau pape qui arrive trouve sur la table les dossiers chauds et brûlants. Et pour inspirer confiance, tout au moins déjà à la communauté chrétienne catholique, il faudra qu'il y ait des mesures fortes qui soient prises, qui soient présentées comme devant être une rupture avec des pratiques peu orthodoxe, avec la foi, avec la spiritualité pure dont a besoin justement l'Église catholique dans le monde entier. Et il faut également que sur le plan diplomatique, qu'il continue l'œuvre de son prédécesseur, c'est-à-dire une ouverture, peut-être qui lui était reprochée par certaines personnes, sa trop grande ouverture, son inclusivité qui faisait en sorte qu'il embrassait peut-être un peu trop, il avait un peu trop de tolérance. Là, il faudrait que la foi soit plus rigide et plus ferme pour qu'elle ne soit pas mêlée aux choses de la mondanité. Et je voudrais dire sur ce plan-là que, effectivement, campagne ou pas campagne, il n'y a pas de campagne pour être pape, officiellement. Même si les tractations, je veux dire, les positionnements de tous ces cardinaux ne peuvent pas être anodins pendant l'existence de l'ancien pape. Je veux dire que chaque cardinal qui existe, c'est qu'un jour ou l'autre, le pape qui est là pourra peut-être partir. Et donc, il faudra faire des actions qui feront en sorte qu'il sera bien positionné. Donc, pour terminer sur cette prise de parole, je dirais que oui, rupture. Sur le plan spirituel, on veut des arguments forts. Il faudrait un repositionnement de l'Église catholique afin que cette Église ne soit pas mêlée à des choses qui ne sont pas contraires, qui sont contraires à la foi. Il faut réconcilier l'Église avec elle-même, hein, parce que ces derniers temps, on a écouté le discours de l'épiscopat américain, par exemple. Il y avait quand même
dissonances assez criardes qui faisaient peur. Donc maintenant que le nouveau pape arrive, il faudrait bien qu'il réconcilie cette Église-là avec elle-même. Il y a des questions doctrinales et morales. Il a évoqué tout à l'heure le célibat des prêtres, la place de la femme au sein de l'Église. Il faudrait qu'il s'attaque à toutes ces questions. Oui, moi j'ai cru saisir quelques idées, unité, justice et paix. Alors, ça rejoint un peu les préoccupations qui étaient celles du défunt pape. L'unité ici, telle que vous venez de le soulever, c'est l'unité au sein de l'Église catholique romaine. Il faut justement réconcilier les chrétiens catholiques avec eux-mêmes, parce qu'il y a eu un certain nombre de faits qui n'ont pas assuré ces liens permanents entre le Vatican et l'Église. Alors, les problèmes d'homosexualité et beaucoup d'autres problèmes, ça voudrait tout simplement dire que... Il y a la crise des vocations actuellement. Donc, il y a justement cette crise, et il y a les femmes qui voudraient quand même que certains tabous soient levés, parce que l'Église est restée un peu misogyne à ce niveau-là. Donc, le pape, on voit un pape qui voudrait entrer dans les débats contemporains, c'est-à-dire la paix, la justice et l'unité. Débat contemporain parce qu'au niveau de la paix, nous avons toutes ces guerres, toutes ces menaces de guerre, n'est-ce pas, qui font trembler le monde. Justice, vous savez très bien que le défunt pape était très attaché aux immigrés qui, pour lui, étaient maltraités par-ci, par-là, tous ceux qui sont entrés dans le flux migratoire, n'ont pas toujours eu un bon accueil. Et je crois qu'il y a l'exemple récent, l'exemple des États-Unis, où on a sorti des gens en masse des États-Unis, ceux qui étaient là comme immigrés, etc. Donc tout cela réuni fait partie du débat que nous avons aujourd'hui dans notre société. Donc c'est un pape qui va justement relayer le défunt. C'est un pape qui sera en plein, c'est-à-dire l'État du Vatican, va être en plein dans la diplomatie internationale, parce que la plupart de ces conflits sont résolus à travers les canaux diplomatiques. Et on a semblé le ressentir à travers les réactions qui fusent de partout. L'élection de Léon XIV a déclenché une vague de réactions diplomatiques. Je vais en citer quelques-unes. Le président Paul Biya, par exemple, qui écrit tout de suite après l'élection, je cite, « Je salue l'élection du pape Léon grâce à son leadership spirituel et moral, ainsi qu'à sa grande sensibilité humaniste. Sa voix sera écoutée et son action appréciée dans l'intérêt de la paix et du dialogue entre les nations. » Alors, aux États-Unis, c'est le président Donald Trump qui dit, jeudi dernier, que c'est un grand honneur pour son pays. Ça veut dire que c'est un acteur politique. En France, Emmanuel Macron a adressé un message fraternel au nouveau pape à l'occasion du 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, saluant un moment historique pour l'Église catholique et ses millions de fidèles. La première ministre italienne, Giorgia Meloni, a écrit également sur X, « L'Italie regarde avec respect et espoir son héritage spirituel qui s'inscrit dans le sillon tracé par le pape François. » Alors, là où vient la politique, et véritablement la politique, c'est le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, qui écrit « L'Ukraine apprécie profondément la position constante du Saint-Siège pour le respect du droit international et la protection des civils innocents. » Et du côté russe, on dit ceci, le président Vladimir Poutine a opté pour un ton mesuré, saluant l'élection du nouveau pape et affirmant être sûr que le dialogue constructif entre la Russie et le Vatican continuera de se développer sur la base des valeurs chrétiennes partagées. Il y a donc matière à débat dans les prochains jours, dans les prochains mois, pour le nouveau pape.
Oui, moi je crois que, n'étant pas fidèle catholique romain, mais j'ai suivi avec une certaine attention la première sortie du pape pour avoir quelques perspectives sur le positionnement et le postulat qu'il entend placer son magistère. Et quand on l'a bien suivi à la suite de Jean-François, on a bien vu effectivement qu'il entendait d'une certaine manière s'inscrire dans la continuité de Feu François, son prédécesseur, en évoquant des sujets assez sensibles, mais également des sujets qui sont éminemment au cœur même de la géopolitique internationale aujourd'hui. La question de la paix. Vous savez que la géopolitique mondiale aujourd'hui est reconfigurée et mise en mal, justement par les guerres qu'on voit ici et là, les guerres au Moyen-Orient, la guerre russo-ukrainienne, ainsi de suite, les menaces de paix ici et là, à côté de nous, là, à l'est du Congo. Donc, effectivement, on ne peut pas, en tant que maillon essentiel des relations internationales, comme le pape, s'est débiné de ces sujets-là. Et puis, il a également mis en avant un aspect qui démontre son côté humaniste et, je dirais même, humanitaire, en parlant de charité. En parlant de charité, vous savez que c'est l'un des points qui tenait beaucoup à cœur son prédécesseur. Et on l'a vu, on a ressenti qu'il sera davantage proche des périphéries, dont des couches sociales faibles, des minorités. Et il me semble que même si on ne partage pas le même positionnement religieux, ce discours-là, en prologue à son action, vient quand même fédérer, et je m'aligne notamment sur les propos du président de la République du Cameroun, qui a cru voir effectivement en cette sortie-là, en ce nouveau pape, quelqu'un qui peut éminemment contribuer à la recherche de la paix, notamment à la désescalade des actions belliqueuses qui se passent ici et là. Donc, l'avis du non-fidèle chrétien catholique va dans le sens effectivement de se dire que ce pape-là s'inscrit dans de bonnes augures parce que la première image qu'il a renvoyée, les premiers mots, les perspectives sur lesquelles il s'est inscrit semblent démontrer que voilà, il pourrait jouer un rôle assez déterminant dans la recherche et le retour de la paix. Les attentes sont nombreuses, attentes pour le nouveau pape, mais est-ce que les réactions évoquées plus haut, ces réactions donnent à penser que c'est un blanc-seing qu'on accorde au nouveau pape? Bon, déjà, le souverain pontife, en tant qu'évêque de Rome, son élection est scrutée par tous les dirigeants du monde. Maintenant, en tant que cet homme qui incarne quand même un modèle spirituel, il n'est forcément pas le médiateur dans les conflits inter-États, mais il est celui-là qui porte un message de paix. Ce message de paix est adressé justement non seulement aux pays qui sont en guerre en ce moment, mais également aux peuples qui sont appelés davantage à vivre dans la paix et la charité. Et c'est pourquoi on voit les vagues de réactions maintenant qui viennent à la suite de l'élection du pape, plante le décor ici des dirigeants qui veulent davantage une coopération saine avec l'État du Vatican. D'où, pour revenir à ce que David disait tout à l'heure, Jean-François, mes prédécesseurs sur ce plateau, d'où les mots-clés du pape Léon XIV, la paix, la charité, ce qui veut dire qu'il s'inscrit donc, pour moi également, dans la continuité de son prédécesseur François. Effectivement, le pape est une autorité spirituelle, ça c'est sûr, c'est certain. Il joue un rôle assez important dans la politique, la géopolitique du monde entier. Il est vrai, il est chef de l'État, les chefs d'État du monde s'accrochent pour espérer bien des choses. C'est pour cela que le président Biya a dit qu'il a bien l'espoir qu'il sera écouté, que le pape sera écouté. En d'autres termes, il y a des moments où le pape n'est pas écouté, où ses vœux ne sont que des vœux pieux, où il continuera à avoir malheureusement, en dépit de tout l'arsenal, de toute sa volonté de mettre et d'insuffler un peu plus de paix aux dirigeants du monde entier, ça n'empêche quand même pas qu'il y ait des guerres et des malentendus, ça et là, dans le monde entier. Alors, on va attendre peut-être le début, la cérémonie marquant le début du pontificat, de manière officielle. Il aura certainement à prendre la parole pour préciser, donner l'orientation de son axe du pontificat. On va attendre. Moi, je vais vous suggérer de réécouter le pape Léon XIV. Il disait jeudi dernier, aidez-vous les uns les autres à construire des ponts par le dialogue, par la rencontre, tous unis pour être un seul peuple, toujours dans la paix.
Nous allons le regarder dans cet extrait de sa prise de parole. Sono un figlio di Sant'Agostino. Je suis fils de Saint-Augustin. Je suis augustinien. Che ha detto con voi sono cristiano e avec per vous, voi je suis vescovo. chrétien et par vous In questo évêque. senso possiamo tutti camminare insieme Et en ce sens, nous verso pouvons tous quella patria cheminer ensemble vers cette patrie la quale Dio ci ha preparato. que Dieu a préparée pour nous. L'unité nationale, selon certains observateurs, se réfère à l'idée d'une cohésion sociale, politique et culturelle. Une unité qui vise à rassembler les différentes communautés du pays en un seul ensemble. Ce concept est crucial pour la stabilité et le développement du Cameroun, car il reflète la volonté de surmonter les divisions ethniques, linguistiques et régionales pour créer un sentiment d'identité nationale commune. L'unité nationale est souvent incarnée par le président de la République qui est considéré comme le symbole de l'unité du pays. Dans la pratique, au plan politique, l'unité nationale au Cameroun implique un système politique qui favorise la participation de tous les citoyens, quelles que soient leurs origines et qui respecte les institutions de l'État. On va l'observer, bientôt ce sera le 20 mai. Il y a la grande parade au boulevard du 20 mai et à l'intérieur du pays, il y a des manifestations commémoratives. Parlant de cette unité au plan politique, est-ce qu'on y est vraiment quand vous regardez les Camerounais vivre au quotidien? Ce que je voudrais dire, je voudrais en emprunter à Joseph Schumpeter, économiste américain, qui a forgé une expression, destruction créative. Destruction créative. Alors, nous avons opéré cette destruction, c'est-à-dire nous avons détruit ce que nous avons estimé mauvais en 1972. Qui nous divisait. Quelque chose qui nous divisait. Voilà, quelque chose qui nous divisait, donc quelque chose de mauvais. Nous avons détruit ça pour un modèle beaucoup plus créatif, pour un modèle beaucoup plus innovant. Et nous sommes dans ce modèle-là aujourd'hui. Et ce qui fait donc que lorsque nous célébrons cette fête, pour le moment, elle demeure en quelque sorte une réalité virtuelle pour le commun des Camerounais. C'est une réalité virtuelle, mais pour le pouvoir politique, c'est une réalité de mémoire et le pouvoir politique essaie donc de donner corps, de donner une réalité à cette manifestation qui est cette fête du 20 mai qui permet aux Camerounais, n'est-ce pas, de regarder leur passé et de voir leur présent et d'imaginer un peu ce que pourrait être l'avenir. Alors, donc, la fête repose essentiellement sur le pouvoir politique pour le moment. C'est vrai, les gens vont venir assister, les gens seront là, mais dans leur mémoire, d'autres n'auront pas le véritable sens de la fête, n'est-ce pas? Mais au niveau du pouvoir politique, on sait où est-ce que nous allons, parce que c'est un instrument, n'est-ce pas, de mobilisation de tous les Camerounais autour d'un certain nombre d'idéaux, autour d'un certain nombre de causes nationales. Mais le problème qui semble se poser, c'est que parallèlement, nous avons un renforcement de l'identité communautaire. Je voudrais qu'on reste sur la participation de tous les citoyens. Est-ce qu'ils se sentent impliqués dans le système politique actuel? Parce que l'unité, c'est cela aussi. Et ce qui s'est passé dans le nord-ouest et le sud-ouest nous rappelle quand même qu'il y a de chemin à faire. Bien entendu, il y a beaucoup de chemin à faire. Nous parlons bien de la fête de l'unité qui va se dérouler dans quelques jours et qui nous met en plan dans la date du 20 mai. Et le 20 mai fait référence ici au 20 mai 1972, qui marquait la fin d'un système fédéral. Et lequel système fédéral lui-même avait été institué à partir d'un référendum d'autodétermination. Nous sommes là le 11 février 1961.
où effectivement la zone britannique a connu un référendum dont d'ailleurs les résultats restent assez expressifs, 99,99%, où le nord de la partie britannique, fortement musulman, avait décidé de s'allier au Nigeria, et le sud christianisé a rejoint la République du Cameroun pour former la République fédérale du Cameroun. Et c'est donc cette République fédérale qui est passée en République unie du Cameroun le 20 mai 1972 après un référendum. Mais ça c'est le jeu, le jeu mécanique des acteurs politiques. Maintenant le citoyen lui-même. Il fallait ce préalable-là pour parler d'une construction politique qui parfois s'oppose à la réalité. C'est d'ailleurs pour cela que je m'accroche à une expression lâchée par mon aîné, Jean-François Mobenga, tout à l'heure, une unité virtuelle. Il a parfaitement raison. Est-ce qu'on peut ressentir que les Camerounais sont unis aujourd'hui? Nous qui faisons le tour des régions, nous qui discutons avec les Camerounais au quotidien, est-ce que ce Cameroun-là est uni? Un seul exemple, la crise anglophone, qui elle est expressive effectivement du mal-être, du sentiment que certains Camerounais ont aujourd'hui de ne plus appartenir au Cameroun. Vous savez très bien qu'au plus fort de cette crise-là, que certains ont baptisé la crise sécessionniste ou indépendantiste, il y a eu beaucoup de vérités. Les Camerounais ont appelé à créer un État. Vous avez entendu parler de l'État d'Ambazonie. Vous avez entendu parler de sécession. Donc, tout cela montre très clairement qu'il y a un malaise quelque part. Il y a une frustration quelque part. Et c'est le problème ici de l'État central de voir ce qu'il y a à faire pour régler cette situation. Mais malheureusement... Est-ce que la décentralisation qui était censée nous conduire vers là, c'est-à-dire que déconcentrer un peu, donner le sentiment que tout le monde est impliqué dans la gestion du système politique, est-ce que la décentralisation n'a pas fait son boulot? Que non, je sors en 30 secondes. Que non, malheureusement, mon cher Séverin, pour la simple raison que l'on voit très bien toutes les réclamations qu'il y a autour des collectivités territoriales décentralisées qui continuent à réclamer les financements qu'on leur a promis dans le cadre de ces CTD-là. Qu'est-ce qui se passe? On comprend donc qu'il y a un jacobinisme centraliste qui est très fort et qui frustre certaines parties de notre pays aujourd'hui, et notamment certains ressortissants, qui commencent à réclamer une certaine aération politique. Et si cette aération ne vient pas du centre, parce que le centre pense qu'en lâchant un peu du lest, il va perdre un peu de leurs privilèges, on n'est pas prêt de sortir l'auberge. Oui, alors, c'est vraiment, je voudrais d'abord partir d'un préalable, c'est que l'unité nationale est une construction. Alors, dans quelque état on se trouve dans le monde entier, on ne peut prétendre qu'on a réussi à 100% à unifier et puis à mettre la paix, à mettre l'unité, afin que tout le monde soit satisfait. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que c'est une idée perfectible dont tout le monde en a conscience. Il peut donc exister des revendications, ça et là. Le plus important, et je pense que le pouvoir en place... Vous parlez là comme un militant du RDPC, cher Abi. Il ne faut pas venir faire la langue de bois. Nous parlons de l'unité nationale. J'y arrive. Et quand on parle de l'unité nationale, cher Abi, n'est-ce pas? Il faut regarder le reflet de vos concitoyens. Est-ce que le Camerounais aujourd'hui se sent attaché à autrui? Est-ce que tous les Camerounais aujourd'hui se sentent dans un État qui redistribue, qui leur montre qu'ils appartiennent à un État qu'on appelle le Cameroun? C'est ça la problématique. Merci. Alors, vous laissez qu'il continue, docteur Ebouté. Et tout. On pourrait qu'on est dans un coup de philosophie. Merci, docteur, de m'avoir attribié une casquette. Voilà, donc... Que vous refusez de porter. Non, que je porterai volontiers. Hein. Je prendrai ma carte, il n'y a aucun souci, bientôt, évidemment. Alors, ce que je voulais dire, docteur, c'est qu'effectivement, nous autres, nous parcourons le Cameroun de fond en comble. Et quelle impression vous avez? Du nord au sud. Et je suis en train de vous dire qu'il n'existe aucun État, nulle part dans le monde. Alors, vous avez évoqué le jacobinisme. Alors, parlons de la France. Même la France a eu, vous le savez très très bien, des revendications séparatistes avec les Corses et tout. Ben, évidemment, on doit, même l'Espagne, dans un passé très récent, vous l'avez vu,
Donc, ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, il y a des revendications objectives. Il faut les écouter, il faut les intégrer, il faut appeler tout le monde à la table de discussion afin que nous aboutissions à quelque chose qui reflète un tout petit peu la volonté générale, en se disant qu'il y a des efforts qui sont faits, il y en a qui doivent être faits, mais nous voulons regarder vers un idéal commun. Quels sont les efforts qui sont faits, cher ami? Quels sont les efforts? Non, à chaque fois. Ça reste pas entre vous. moi, je voulais poser une question sur cette unité nationale. Les acteurs politiques, ils se sont assis, ils ont pensé qu'il fallait changer de système politique. On est parti du fédéralisme à l'État unitaire. Maintenant, est-ce que le citoyen de 72 à ce jour, est-ce qu'il s'est approprié cet idéal? Est-ce que le citoyen joue le jeu? Est-ce que le citoyen est dans la logique de l'unité nationale? C'est vrai, je crois que 53 ans après l'avènement de l'État unitaire, nous tenons encore le pas. Parce qu'en réalité, le Cameroun ne vit pas l'unité nationale. Absolument. On a l'impression que c'est juste un terme générique. Absolument. Que le pouvoir central, les gouvernants, chaque année répètent. En essayant de changer un peu les mots. Comment vous pouvez unir un peuple dans la diversité? On dit unité dans la diversité, mais c'est un paradoxe. Avec des thèmes surréalistes. Je suis d'accord avec vous. Vous avez choisi une langue nationale. Ceux qui ont animé le système politique camerounais à un moment donné, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Il y avait certainement des limites et Jean-Baptiste dit que c'était un processus à construire. Moi, je me mets du côté du citoyen, du Camerounais lui-même. Parce que quand on parle là, c'est nous tous, hein? Bien sûr. C'est-à-dire nous tous dans le système. Est-ce que nous sommes prêts à accepter cet idéal? Le premier ennemi de l'unité nationale, d'abord, c'est le tribalisme. Il ne faut pas mettre ça de côté. Qui anime le tribalisme? Le premier ennemi de l'unité nationale au Cameroun, c'est le tribalisme. Le problème, c'est que les Camerounais font des efforts pour essayer de vivre l'unité nationale. Mais en réalité, tout Camerounais ne se sent pas chez lui lorsqu'il est dans une autre région, dans une autre partie du pays. Il ne se sent pas chez lui. Alors, cette unité nationale, ça a été forcé alors? Laissez-moi développer. J'en viens. Le citoyen camerounais ne se sent pas forcément chez lui partout où il se trouve. Vous allez entendre, il y a des petites appellations qui frustrent les gens. Et il y a une cassure entre le pouvoir central et le bas peuple. Et cette cassure-là fait en sorte que, puisqu'il n'y a pas de trait d'union, il n'y a justement pas, on ne vit pas l'unité. On a l'impression Est-ce que c'est le pouvoir central qui favorise le repli identitaire? Oui, et je l'assume. Oui. Le pouvoir central qui favorise justement cela. Puisque c'est le pouvoir central chaque année qui est là pour vous rappeler l'idéal de renforcement de l'unité nationale, mais qui en réalité ne la met pas en pratique. Tout à l'heure, on parlait de la décentralisation. Pourquoi est-ce que la décentralisation qui a été pensée, mise sur pied, n'est pas implémentée? Les 15% clamés. Si Séverin m'accorde 45 secondes, juste. Le central ne veut pas lâcher. Absolument. Donc, ne souhaite pas que les Camerounais vivent dans l'unité. Absolument. Alors, Séverin, juste 45 secondes. Je suis complètement en opposé avec certains éléments que développe Freddy, très cher confrère. Quand vous opposez, quand vous mettez ensemble, quand vous dites qu'on ne peut pas parler d'unité dans la diversité, mais alors c'est quelque chose d'extrêmement grave. Il ne faut pas mélanger l'unité, la constructivité politique avec des valeurs culturelles. Vous êtes en train de dire que parce qu'un pays a plusieurs ethnies, plusieurs langues, on ne peut pas parler d'unité, mais c'est entièrement faux. Vous êtes encore allé, mais attendez, j'y arrive. Vous êtes allé encore plus loin. Vous êtes encore allé plus loin quand vous dites que les Camerounais ne se sentent pas chez eux. Mais vous êtes en train, mais alors, d'enfoncer le clou dans quelque chose qui n'est pas vrai. Qui n'est pas vrai. Je vis. Écoutez, je suis en train de. Écoutez très bien, laissez-moi développer. Je suis en train de dire qu'il y ait des problèmes, ça et là, ne remet pas entièrement en cause les efforts d'unité qui sont faits, les Camerounais, parce que moi, je parcours le Cameroun, de l'extrême nord au sud, de l'extrême nord au sud, chaque Camerounais se sent, les Camerounais se sentent à l'aise, quel que soit où ils sont. Mais par exemple, on ne peut pas aller dans tous les chapitres qui ont été nationaux chaque jour. Jean-Baptiste et Freddy, vous laissez la parole à Jean-François. Oui, alors je voudrais dire que le pouvoir politique a l'entière responsabilité, à l'entière charge de cette unité nationale. Parce que nous sommes partis de l'unité des institutions.
n'est-ce pas? Maintenant, il faut continuer. Et vous avez quelqu'un comme le président Paul Biya qui est resté fidèle, n'est-ce pas, ce que je peux appeler le Haut Testament des pères fondateurs qui ont prôné l'unité du Cameroun. L'unité du Cameroun. Et vous vous rappelez que l'UPC, le parti qu'ils avaient, qui était leur cheval de bataille, a eu des cellules partout dans notre pays, sur notre territoire, pour sensibiliser les Camerounais à l'idée de rester unis. Alors, lorsque le président Paul Biya prend donc les commandes, le président Paul Biya reste exigeant à ce niveau-là, c'est-à-dire l'unité, c'est-à-dire l'indivisibilité de l'État, n'est-ce pas, l'unité et l'indivisibilité de l'État, pour que la paix soit assurée. Et ce qui reviendrait à dire que le pouvoir politique a jeté des passerelles entre les communautés. Nous sommes un pays de communautés. Le pouvoir politique a jeté des ponts afin que nous puissions nous rapprocher. Est-ce que cela est donc fait? C'est ça ma question. Est-ce que les communautés... C'est par là donc que... Est-ce qu'on est resté sur le discours officiel? Le président Paul Biya, il donne l'orientation générale. Maintenant, la part des citoyens, oui. Justement, c'est pour ça qu'il y a un travail à faire pour le pouvoir politique. C'est le pouvoir politique qui doit donc, au niveau de la base, amener les Camerounais à se sentir unis par ces politiques, à travers ces politiques. Alors, si les gens peuvent communiquer sur le terrain, parce qu'il y a des voies de communication, parce qu'il y a des ponts, parce qu'il y a tout, les gens vont se sentir, n'est-ce pas, proches les uns des autres. Donc, au niveau du Camerounais, bon, il sait qu'il y a une fête, la fête du 20 mai. Il cherche à comprendre s'il y a un certain impact au niveau de leur vie quotidienne. Bon, chacun peut interpréter ça à sa manière, mais toujours est-il que le travail à faire reste celui des pouvoirs politiques qui doivent amener les Camerounais à participer, à développer une conscience unitaire, n'est-ce pas, à partir de ces différentes politiques. Mais sinon, si rien n'est fait, si ça se limite juste à ces fêtes mémorielles, n'est-ce pas? Les gens disent que le 20 mai, bon, ben, c'est notre fête, etc. L'effet ne sera pas suffisamment visible. Et c'est là qu'on pourrait parler d'une réalité virtuelle. Dans son ouvrage « Cameroun, le défi de l'unité nationale », l'auteur Nathaël Noël Onozambo est enseignant à l'Université de Yaoundé 1. Il estime que le défi de l'unité nationale ne peut être relevé que par les Camerounais eux-mêmes, à travers une mobilisation éthique et patriotique conséquente. Il ajoute, je cite, « L'unité nationale ne saurait simplement être une coexistence pacifique des Camerounais d'origine ou de sensibilités socio-culturelles différentes. Il s'agit de gagner le pari de la prospérité et du vivre ensemble chez soi, pas seulement pour soi, mais avec les autres, doublé du désir quotidiennement renouvelé de construire un destin commun harmonieux et paisible. » J'aime bien ce bout de phrase. C'est bien dit. Juste une seconde. Pour dire qu'effectivement, là, pour qu'il y ait cohésion, pour qu'il y ait solidarité, afin que cet idéal pénètre tout le monde, évidemment, c'est le pouvoir public qui doit assurer ce travail-là. Je partage la sortie de ce collègue-là, parce que c'est ce que disait Freddy. Nous ne ressentons pas ce qui ressort dans sa citation, la prospérité partagée. C'est ça le problème. La seule unité qui vaille dans notre pays, c'est l'unité de cette oligarchie multiethnique aux affaires. C'est eux, ils s'entendent, ils se partagent les budgets, les routes, de gré à gré des marchés publics. Voilà là où on ressent l'unité. Est-ce que vous avez l'impression que le Camerounais qui peine à manger 2 fois, qui peine à inscrire ses enfants à l'école, qui peine à se déplacer pour aller chez lui parce qu'il n'y a même pas de route, est-ce que vous avez l'impression qu'ils se sentent unis avec cette oligarchie multiethnique aux affaires? Non. Il faut dire les choses simplement pour mettre en avant le fait qu'effectivement, si les Camerounais ressentaient que les gouvernants s'impliquaient effectivement dans la réalisation de leur bien-être au quotidien, on ne parlerait pas de la question de l'unité. Il y a là l'unité du manger. Il faut bien expliquer ce qui se passe. On a un problème de l'unité du manger. Les Camerounais ne mangent pas tous ensemble. Il y a une petite caste qui confisque tout, qui mange seul et qui, à coup de gros mots,
vient expliquer des gros concepts et ressort toutes les veilles de 20 mai pour venir nous rappeler des gros mots autour de l'unité nationale. Mais Non, derrière faux. tout cela, docteur, je comprends un peu votre... je comprends l'amertume, mais derrière tout cela, il y a quand même... il faut favoriser la cohésion nationale. Il y a le concept de cohésion nationale. Mais comment il écoutez, quand on parle de cohésion nationale, mais elle se construit par des actes, par des approches qui sont parfois mobilisées du point de vue institutionnel. Mais c'est ce qui s'est passé avec... lorsque nous avons été attaqués par Boko Haram. Tout à fait. On a vu un Cameroun uni. Tout à fait. Oui, ça c'est... Mais vous savez dire que c'est... Ne confondez pas la conscience nationale qui habite chaque Camerounais lorsque le pays est en crise. C'est un élément d'unité nationale. Écoutez, c'est un élément d'unité nationale. Et le mal-vivre qui, en réalité, contribue... C'est déjà un fondement de l'unité nationale. Si on a déjà cette conscience nationale, c'est un début. Bien entendu, écoutez, je ne balaie pas totalement le fait qu'il y ait des agrégats d'unicisme dans notre pays. Mais ce que je dis, c'est qu'on aurait pu faire mieux si nous avions eu une gouvernance plus réactive, une gouvernance plus participative. Je sors, vous voulez me couper la parole? Non, je ne vous coupe pas. Je voudrais sortir, donnez-moi 30 secondes, pour dire que monsieur Ale Gambélé, quand vous regardez, quel est le problème aujourd'hui de notre pays? Le problème fondamental, c'est le chômage, par exemple. Et quand vous regardez la connotation ministérielle de nos institutions, est-ce que vous avez l'impression que ceux qui partent chercher du travail et trouvent que chaque ministère a une coloration tribale, où on retrouve des gens qui s'expriment dans la langue du ministre à longueur de journée? Est-ce que le Camerounais qui sort de ce type de ministère à coloration tribale a l'impression qu'il est uni? Je juste à la suite de David en 10 secondes, si ce n'est pas mon temps de parole. Ce que David dit est pertinent parce que mon cher aîné, mon papa, Jean-François Tola, semble nous balader dans l'histoire de l'unité nationale du Cameroun. Vraiment, c'est vrai pour une question claire. Parlons de façon prosaïque. Il faut expliquer aux Camerounais. L'unité nationale, est-ce qu'elle s'est fait? Dès qu'un ministre est nommé dans un ministère, vous voyez le lendemain, c'est les ressortissants de sa région vont s'insérer dans ce ministère-là, qui travaillent là-bas ou pas. Et l'élément qui relève qui est important, c'est que lorsque nous faisons face aux menaces extérieures, c'est là où vous voyez les Camerounais par le mobile de la conscience nationale, absolument, de la préservation de nos acquis. Vous voyez les Camerounais se mettre ensemble. Par exemple, lorsque notre équipe nationale joue, là, il n'y a pas de... Lorsque le président Donald Trump arrive pour la deuxième fois au pouvoir, on l'a vu aux États-Unis, qui est une grande démocratie, c'est-à-dire que les républicains arrivent, l'administration change. C'est une donnée politique. Alors, tenons compte de cela. Mais je vous coupe. Non, c'est différent. Okay, lorsqu'on nomme un ministre, ces frères du village vont s'installer au cabinet. Ils ont été nommés aussi au cabinet. Oui, pour aller dans des systèmes démocratiques très avancés. Il faudrait bien qu'on se comprenne sur ce plateau. Nous n'avons jamais dit que tout est rose. Nous n'avons jamais dit ça. Ah ben, tu semblais le dire. Nous avons dit qu'il y a des... Nous avons... Sinon, le mot perfectible n'aurait plus de sens. Tiens, docteur, perfectible renvoie à quelque chose en français. Bien évidemment. Donc, dit perfectible veut dire qu'il y a des choses qui ne sont pas parfaites et que nous tendons vers la perfection. Et donc, il y a des choses qui peuvent être médiocres, etc. Alors, il est clair, nous ne venons pas sur ce plateau dire que tout est blanc et dire que nous adoubons tout ce qui se fait qui n'est pas bien. Là, vous évoquez... non, la question... Vous évoquez... Je vais arriver, docteur. Vous êtes en train de vous satisfaire de ce qui se fait... Je m'en vais dans votre sens, docteur, pour vous dire que ce que vous expliquez, je pense que les Camerounais le disent un peu dans les chaumières. Okay. Qu'en réalité, certains le disent. Nous n'avons pas un problème de vivre ensemble. Nous avons plutôt un problème de manger ensemble. Vous l'entendez souvent dans les chaumières. Et il est clair que lorsqu'on regarde évidemment l'administration... Et comment c'est fait, avec la connotation tribale, ethnique et tout, on ne peut pas se satisfaire de cela. Et autre chose, lorsque moi, j'exploite un peu la SND 30, je me dis, et c'est malheureusement le problème que nous avons au Cameroun, on a des très beaux textes, on sait écrire. Il y a du potentiel dans l'écriture. Mais comment faire pour traduire ça en réalité opérationnelle, plus virtuelle cette fois-là? La SND 30, mais alors quel fabuleux document. Implémentons-le. On voudrait faire des champions nationaux par là, on voudrait transformer notre économie. Soyons concrets. Par là. Moi, je voudrais la cohésion sociale, la cohésion nationale, l'unité nationale. Il faudrait qu'on aille vers cet idéal-là. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a des choses qui sont prioritaires, qui doivent être faites? Peut-être que Dr Eboutou, pour lui,
il faut que les tenants du pouvoir, ceux qui sont au poste, qu'ils puissent lâcher un peu. Peut-être c'est ça le problème. Il faudrait que chacun puisse se sentir impliqué. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres actions à mener? Oui, il y a d'autres actions à mener, je crois. Je dis, en premier lieu, c'est le pouvoir public, n'est-ce pas, qui doit favoriser l'expansion de ce sentiment d'unité nationale. Mais les Camerounais devraient également y participer. C'est-à-dire que, c'est vrai, si vous ouvrez une boutique, n'est-ce pas, où vous avez 6 emplois, mais dans les 6 emplois, vous prenez tous ceux qui viennent de votre famille, village, et vous les mettez dans votre entreprise. En ce moment-là, vous ne participez pas, parce qu'il faut quand même un effort. Parce que nous partons, c'est un idéal, c'est une création. Alors, nous partons de cet idéal-là, et il faut absolument que tous les autres participent. Parce que si c'est l'État seul, si c'est le pouvoir public seul qui devrait le faire, je crois que ça mettrait du temps, n'est-ce pas? Donc, je pense que là aussi, au niveau du pouvoir public, et ces politiques de solidarité, de cohésion sociale, il y a des actions qui sont menées. C'est-à-dire que si vous avez un tremblement, un séisme quelque part, mais l'État intervient. Si l'État intervient, vous aussi qui êtes voisin, n'est-ce pas, à ce mauvais événement, vous devez y apporter votre part. On parle de solidarité. Parce que solidarité, cohésion, il y a une contribution des populations. Mais ce qui nous inquiète, enfin, moi, quand je fais cette petite analyse, c'est qu'il y a cette identité culturelle qui se renforce au sein des communautés. Chaque communauté a ses fêtes, chaque communauté a ses danses, etc. Et l'État récupère ça comme un patrimoine. Alors qu'on devrait avoir, disons, une culture nationale. Bon, mais dès lors que ces gens, avec peut-être le soutien de certains hommes politiques qui veulent prendre appui sur ces manifestations à caractère culturel dans leur communauté, eh bien, ça ne rend pas beaucoup service. Mais il y a un principe cher aux acteurs politiques. Bon. Diviser pour mieux régner. Voilà. Donc, il y a ces divisions-là, au niveau de la base, qui ne jouent pas souvent un bon rôle. Hein. Alors, on se fait porte-parole d'une communauté parce qu'on spécule, etc. etc. Alors, donc, je pense donc que l'État fait son travail, n'est-ce pas, par des investissements. Moi, je crois que nous ne pouvons pas mélanger les débats ici. Les histoires d'emploi, de recrutement et tout ça, ça, c'est un autre débat. Non, pas du tout, Jean-François. Bon, mais c'est cela qui renforce le caractère ou le sentiment d'unité dans un pays. Ne négligez pas ces petits agrégats qui relèvent parfois des frustrations et qui finissent par construire le sentiment unitaire qui habite en chaque citoyen. Mais oui, justement, mais il y en a. Vous voulez faire fausse route. Il y en a dans tous les pays. Non, ne faites pas fausse route. Il y en a dans tous les pays à ce niveau. Ne le dites pas, attention, ne le dites pas pour la simple raison. Monsieur Jean-François, mon cher aîné, mon cher estimé né, le Cameroun vient de perdre 6 000 compatriotes. Nous venons de perdre 6 000, plus de 6 000 compatriotes dans la guerre du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Pourquoi? Pour des questions de frustration. De frustration. Et je peux aller plus loin. Ceux qui avaient la charge de régler ces problématiques-là avec ces compatriotes de la zone anglophone sont toujours là. Quel message politique on peut envoyer à ces gens qui ont posé sur la table un certain nombre de problématiques et qu'on ait vu sur la table au départ, au prologue de cette crise-là, le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de la Justice, etc. Et que, alors que la crise soit enlisée et atteint des phases d'escalade avec plus de 6 000 morts aujourd'hui, que ces gens soient toujours là et soient toujours les mêmes intermédiaires. Docteur Eboutou, on peut vous opposer l'argument de la surenchère politique aussi. Pas du tout. Mais alors pas du tout. Parce que oui. Si on avait projeté quelques solutionnements, on aurait au moins écouté ces gens-là en leur disant voici les mesures préalables que nous prenons et voilà comment nous commençons à les implémenter. Mais qu'est-ce qui est fait? Ça n'a pas été fait. Mais attention, Je voudrais dire qu'à ce niveau-là, je voudrais dire qu'il ne faut pas oublier que vous avez donné les résultats du référendum de 61. Il y avait, je crois qu'il y avait autour de 70, 79 ou 80 personnes qui n'avaient pas voté, qui étaient contre, n'est-ce pas? Et cet élément-là continuait de prospérer. Ça veut dire que les gens veulent refaire l'histoire. Ils veulent refaire l'histoire pour considérer ce qui s'est passé comme une erreur de l'histoire. Non.
Alors, on ne peut plus reculer parce qu'il y a eu des erreurs dans l'histoire. Les gens ne sont pas rentrés pour dire on recommence. C'est-à-dire que lorsqu'on a détruit l'Irak avec des fausses nouvelles, eh bien, on ne pouvait plus rentrer pour refaire l'Irak. Jean-François, Séverin, moi, je voudrais juste revenir un instant sur l'extrait. Laissez-moi chuter. Oui. Donc, c'est pour dire que ça peut susciter plusieurs débats, n'est-ce pas? C'est-à-dire l'idéal de l'unité. Ça peut susciter plusieurs débats parce qu'il peut y avoir d'autres ambitions au niveau d'autres communautés. Nous sommes un pays des communautés, c'est important. Pour moi, l'une des solutions pour renforcer l'unité nationale, c'est déjà avoir en commun certains éléments tels que la langue. Moi, j'aurais pensé que progressivement, au fil des années, que nos dirigeants aient pensé peut-être à mettre sur pied une langue nationale, de sorte qu'on n'ait plus seulement le français ou l'anglais. C'est là que ça a posé le problème récemment. Vous vous rendez compte que la commission dirigée par le professeur, le sénateur Moussongué, justement, a été créée dans cette optique-là. Mais ce serait aussi, Freddy, un objet de frustration parce que pourquoi vous m'imposerez une langue qui n'est pas... Non, peut-être Séverin que là, ça... Laissez-moi dire, les Camerounais qui nous regardent là, il y a des choses qu'ils veulent entendre. Ils sont au conseil là. L'autre élément, c'est sur la frustration. C'est quoi? C'est que le pouvoir, les dirigeants ont créé un fossé, un très grand fossé entre eux et les administrés. Moi, je voudrais dire ceci. Séverin a lu un extrait qui me semble, à mon avis, extrêmement important, où l'auteur dit l'unité nationale, c'est aussi la responsabilité de chaque citoyen. Non, c'est surtout la prospérité partagée. C'est-à-dire, je ne mets pas en cause, je ne reviens pas sur le fait qu'il y a la responsabilité de l'État, mais je suis en train de dire que chaque citoyen devrait se mettre comme un acteur, porteur de cette unité nationale. Nous le faisons déjà. En une phrase, pour contribuer parce qu'on sort de à un solutionnement de cette crise de l'État unitaire aujourd'hui, je crois que l'État actuel doit travailler à donner un substrat, à donner un sens à l'État unitaire décentralisé. On parle de collectivités territoriales décentralisées. Voilà les maires qui se plaignent. Ils n'ont pas d'argent. Ce qui a été promis, 15% du budget à leur niveau pour développer les collectivités territoriales décentralisées. Ils ne l'ont pas. Même les salaires n'ont pas. Alors, il faut donc rendre effective la décentralisation. Parlons maintenant de la présidentielle d'octobre 2025. Nous avançons progressivement vers cette date. Le quotidien Le Messager rappelle dans ses colonnes cette semaine que le groupe de Douala, c'est une initiative qui vise à mettre en commun les forces de l'opposition héritière de l'Union pour le changement de 1992 et la société civile. Cette entité entendait se réunir afin de faire le bilan des consultations auprès des candidats de l'opposition politique au RDPC et définir les perspectives pour concrétiser l'idée d'une candidature forte de l'opposition à la prochaine élection d'octobre. Malheureusement, d'après les explications données par Anissé Kane du Manidem, la réunion a été interdite par le sous-préfet de Douala Ier. Le Messager parle évidemment du musellement de l'opposition et pose la question qui a peur du groupe de Douala. Dans le fond, et au vu de ce qui se passe autour de nous, la situation politique actuelle, y a-t-il lieu d'avoir peur du groupe de Douala ou des autres entités, des autres regroupements qui se créent? On a vu par exemple à l'extrême nord, on a le cas d'autres Camerounais qui prétendent mettre sur pied des contre-pouvoirs pouvant affronter le RDPC aux prochaines élections. Alors disons que dans le principe, toute alliance est la bienvenue, toute alliance politique à la veille d'une échéance électorale aussi importante comme la présidentielle d'octobre 2025 qui arrive chez nous au Cameroun. Mais le problème des alliances chez nous, c'est qu'elles portent parfois leur propre tas congénital qui les prédispose à mourir de leur belle mort. Vous savez qu'après cela... C'est le cas du groupe de Douala? Oui, je parle du groupe de Douala, en l'occurrence, puisque c'est le thème sur la table. Avant le groupe de Douala, il y a bien eu d'autres groupes, l'ATP par exemple, qui vient de voler un éclat. On vous dit même qu'avant que voilà, ce groupe-là n'aille à quelques résolutions, l'un des membres influents, le professeur Nkoumondor, est allé à la télévision brocarder terriblement l'un des autres membres en rappelant qu'en réalité, l'affaire était basée sur une histoire alimentaire. Ça circule, les vidéos circulent un peu de partout. Et dans le substrat
idéologique qui devait les unir, à savoir la transition, tout le monde y voyait flou. C'est ce qui a amené des acteurs comme Cabral Libye à se mettre à l'écart, par exemple. Et à côté, on a vu même l'ACP, l'Alliance, l'APC, je crois, l'Alliance pour le changement, du professeur Maurice Kamto et de son ami Nietzsche. Et voilà donc une histoire où, effectivement, les principes qui auraient pu unir au départ, ou alors la critériologie qui aurait pu inciter d'autres Camerounais à aller s'allier à eux, ont été bafoués. C'est-à-dire qu'on vous dit que dans une histoire qui doit réunir, on a déjà choisi un candidat. Et donc les autres qui viendraient dans cette alliance-là viendraient simplement pour adouber ces candidats-là. Alors, dans quel cas parler donc d'alliance inclusive? Non. Donc, voyez-vous, c'est pour cela que je parle de tard congénital qui les prédispose quelque temps après à mourir de leur belle mort. Pour le cas du groupe de Douala. Mais Anissé Kane, aujourd'hui, un aîné que j'aime beaucoup, ou encore Sambaka, beaucoup pensent dans l'opinion publique que ce sont des has-been. Quel poids politique ont-ils encore aujourd'hui? Quel est le poids? Je me serais attendu à voir des gens qui ont même des élus au sein de leur formation politique. Et quand on les lit entre les lignes, on comprend qu'en réalité, c'est un positionnement qui nous inscrit dans ce que j'appelle c'est les forces de l'opposition héritières de l'Union pour le changement de 92. Non, c'est comme ça qu'ils se positionnent. Ce que moi je vais dire en 30 secondes, oui. En 30 secondes, c'est que nous sommes là en plein dans le marché électoral. On verra de plus en plus de telles initiatives, en réalité, qui sont des initiatives stratégiques à visée de positionnement. Est-ce qu'on a droit d'avoir peur de ce groupe de Douala? Bon, avoir peur du groupe de Douala, je ne pense pas. Lorsque vous parlez d'Union pour le changement, c'est-à-dire les nostalgiques de cette période-là, la guerre, l'euphorie démocratique que nous avons connue. Les nostalgiques. Voilà, les nostalgiques reviennent là-dessus. Or, à cette époque-là, quel était leur problème? Quelle était leur revendication? Ils voulaient une conférence nationale. Alors, une conférence nationale au cours de laquelle ils auraient dû faire partie le président Paul Biya. Donc, ils sont venus avec ce raisonnement, c'est-à-dire que si le président Biya part, en ce moment-là, ils vont commencer à s'organiser, n'est-ce pas, pour pouvoir atteindre leurs objectifs politiques. Alors, ici, il est question que le candidat se mette face aux Camerounais, qu'il dise aux Camerounais ce qu'il va apporter comme changement. Mais or, la plupart du temps, les gens sont d'accord sur l'alternance. Ils sont d'accord sur l'alternance. Biya Mosgo. Bon. Maintenant, l'alternative, c'est quoi? Qu'est-ce que vous proposez aux Camerounais? Qu'est-ce que vous allez apporter comme changement? D'abord, le statut de l'État. Vous allez créer quoi? Un État socialiste? Vous allez créer, je ne sais pas moi, une monarchie? Etc. Il faut donner toutes ces précisions aux Camerounais. Qu'est-ce que vous apportez comme changement? Le problème se pose donc à ce niveau de l'alternative. Et c'est là qu'ils ne peuvent pas s'entendre. Ils ne peuvent pas s'entendre à ce niveau. Mais ils sont d'accord pour que il faut qu'il y ait de l'alternance. Alors, donc, ça fait donc un problème. Et je me dis, avoir peur de ces gens-là, on ne voit pas très bien qu'est-ce qu'ils vont apporter de nouveau en dehors de ce qu'ils nous ont dit jusque-là, en dehors de leurs différentes positions, c'est-à-dire qui ne créent rien. Mais ils veulent le changement comme ça, en termes blancs. Freddy, est-ce qu'il y a des chances que ce regroupement-là puisse produire des résultats? Non. Je vais m'inscrire dans le même sens que mes prédécesseurs. En réalité, il n'y a aucune chance. Et c'est pourquoi je salue ici la décision du sous-préfet de la Première, que je connais particulièrement, un homme très pondéré, très ouvert et qui implémente la rigueur administrative. Pour dire que l'alliance pensée par ces citoyens ne peut pas prospérer, en ce sens qu'elle vise, à mon analyse, deux objectifs. D'abord le positionnement et peut-être l'après-Biya. Positionnement, pourquoi? Parce que souvenez-vous qu'en 2018, il y a également eu ce type d'alliances qui ont notamment permis à certains d'émerger. Mais ça fait partie du jeu politique. Justement, c'est pourquoi je parle de deux objectifs. C'est pas un tort. Hein? Positionnement d'abord, parce que comme l'a dit David, ils sont des has-been, ils ont été, ils ne peuvent plus rien. Et puis la dénomination d'abord même de leur alliance, le groupe de Douala, est-ce que c'est une nation qui s'inscrit uniquement dans la ville de Douala? Pourquoi cette nation n'a pas une vision nationale? C'est-à-dire où elle intègre toutes les parties prenantes, mais vous voyez, elle est circonscrite. Ça peut être une appellation, une simple appellation. Non, c'est pourquoi on fait l'analyse. C'est pourquoi on analyse. Alors, le groupe de Douala, pourquoi seulement Douala? Le messager fait remarquer que les principaux leaders de l'opposition ont d'ores et déjà été saisis, en l'occurrence Maître Akerimuna, pour qui le candidat choisi devrait s'inscrire dans une logique de transition. Quant à Cabral Libye, il s'est dit ouvert à une logique d'une plateforme. Hermine Patricia Thomas Ndamjoya
pense que le contenu devrait être discuté et que l'accent doit être mis sur la mutualisation des forces en vue de sécuriser les votes de l'opposition. Et pour le professeur Maurice Kamto, la démarche est juste et conforme aux besoins actuels de l'environnement. Alors, ça veut dire qu'il y a quand même des idées qui naissent. On ne peut pas penser que ces gens se retrouvent comme ça. Il n'y aura pas de résultat. Ce qu'il faut dire, c'est que nous sommes là en plein dans le jeu politique, et c'est tout à fait normal que de telles initiatives, de tels projets naissent et viennent se poser donc à la veille de l'élection présidentielle, tout à fait normal. Et il faudrait dire, d'ailleurs, cela est enseigné, même en première année en sciences politiques. Donc, si des gens tissent des alliances, mettent sur pied des regroupements qui pourraient leur permettre, un jour ou l'autre, de pouvoir exercer et d'être dans le pouvoir, comme certains l'ont fait par le passé, eh bien c'est salutaire. Mais seulement, objectivement, on vient de voir tout ce que cela ne pèse pas grand-chose en réalité. Parce que qui sont les tenants de cette alliance-là, de ce regroupement-là? On l'a dit, ils n'ont pas de mandat, ils n'ont pas de députés, ils n'ont pas ceci et cela, donc ça va être complètement difficile. Et puis, s'il faut aller d'un autre angle, si on repart un peu sur la base des résultats de la dernière élection 2018, qui pourrait être un véritable élément pour sous-peser ceux qui pourraient challenger le président de la République, on se dirait que c'est un peu léger quand même. Alors, l'Assemblée générale extraordinaire de More Women in Politics s'est tenue vendredi dernier à Yaoundé. À quelques mois de la présidentielle 2025, on se pose la question, quelle perspective pour le réseau d'associations œuvrant pour l'amélioration de la représentativité effective des femmes à la vie publique et politique au Cameroun? Suivons la réponse du professeur Justine Difo, coordinatrice de More Women in Politics. À la faveur de cette Assemblée générale, nous sommes en contexte préélectoral. Nous avons campé l'environnement des élections et aux côtés d'Elections Cameroun, dans le cadre du cycle du processus électoral 2025-2026, nous avons engagé les 10 régions du Cameroun avec les antennes régionales de More Women in Politics à se mettre davantage, à redoubler d'efforts pour qu'il y ait plus de femmes et de jeunes inscrits sur les listes électorales, pour que nous ayons un processus électoral calme, pacifique, avant, pendant et après le processus électoral, et qu'au soir des élections, de l'élection présidentielle, que nous ayons le président de la République que le Cameroun souhaite avoir, le président Paul Biya, dans un contexte pacifique, avant, pendant et après les élections. Voilà notre prière. Alors, nous avons redynamisé la coordination du réseau More Women in Politics. Nous l'avons rajeuni, nous l'avons rafraîchi et nous avons la jeunesse qui a pris les choses en main. Après son investiture comme 4e président du Gabon le 3 mai dernier, le président Brice Clotaire Oligui Nguema a formé son gouvernement. Le jour et le quotidien L'économie indiquent à ce sujet, au regard des acteurs choisis pour l'accompagner dès le début de son mandat de 7 ans, que le chef de l'État gabonais donne la priorité à la diversification de l'économie de son pays. Docteur Eboutou, vous avez publié un ouvrage sur le président Oligui Nguema et vous avez été sur le terrain. Absolument. Y a-t-il des indices qui confirment ce positionnement, ce choix politique? Bien entendu. D'abord, il faut rappeler que l'élection de M. Oligui Nguema, récemment avec l'auto brillant que vous connaissez, s'est appuyé sur un capital sympathie qui part du fait que pendant la transition, les 20 mois de transition, il y a eu un certain nombre de chantiers économiques qui ont été portés à bras-le-corps et assumés par le gouvernement de transition et qui ont fait croire ou fait dire aux Gabonais que ce monsieur-là méritait de continuer. Maintenant, le gouvernement très resserré, 30 membres, qu'on a vu récemment,
épouse davantage la lettre de la nouvelle constitution de novembre 2024 qui hâte quand même à mener quelques innovations. En dehors du fait que vous avez un vice-président, vous avez maintenant un vice-président du gouvernement qui, lui, sera le patron de l'action gouvernementale, parce que c'est lui qui vient en réalité remplacer le Premier ministre. Et quand vous voyez celui qui a été mis à cette fonction, c'est-à-dire celui qui va coordonner l'action gouvernementale, c'est un économiste chevronné. Je parle là de M. Alexandre Barrault-Chambrier, qui est un professeur agrégé d'économie, plusieurs fois ministre dans des ministères de portefeuille en charge de l'économie sous Bongo Père, député, il a d'ailleurs occupé de grandes fonctions même à l'international, au FMI et Téchéra. Et c'est donc quelqu'un qui a une renommée d'économiste très compétent de ce côté-là. Et c'est donc lui qui a la charge de diriger ce gouvernement resserré de 30 membres, comme je le rappelais, avec une moyenne d'âge de 45 ans. L'objectif du président Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est de densifier le secteur non pétrolier d'ici 2032 en développant l'agriculture et le tourisme, en dynamisant les recettes des secteurs du bois, des services et des mines. Et selon le journal Le Courrier International, il s'agit là des chantiers herculéens qui montre que Brice Clotaire Oligui Nguema veut en finir avec la dépendance du pays au pétrole. Alors, Jean-François Mebenga, vous êtes très proche des questions économiques. Hein? Est-ce que l'élection va mener au changement? Il y a d'abord qu'en fait, il y a des ambitions en ce qui concerne la relance de l'économie, parce qu'il faut sortir de l'économie des rentes. L'économie des rentes, aller à l'économie de production. Bon, la rente, c'était le pétrole. Essentiellement. Or, ce pétrole, d'après les quelques informations qui circulent, eh bien, ça tarit. C'est-à-dire, les sources sont en train de tarir. Alors maintenant, il faut passer à l'économie de production. Il faut donc maintenant produire. Alors, produire, dans quel domaine? Quelles seront les priorités au niveau de cette économie? Parce que là, il s'agit d'une économie marchande. Alors, donc, est-ce que les choix qui sont faits, parce que je ne sous-estime personne, hein, je ne les connais pas. Est-ce que les choix qui sont faits, parce que d'abord, il s'agit, selon mon analyse, d'un gouvernement d'union nationale. Parce que les forces qui sont représentées au sein de ce gouvernement viennent de tous les côtés. Vous avez des militaires, vous avez des anciens ministres, vous avez la société civile, vous avez tout ce monde-là. Et ce qui fait donc que le coordonnateur va avoir une très grande autorité sur ce gouvernement. Maintenant, comment est-ce que le vice-président du gouvernement, le vice-président du gouvernement, il faut qu'il soit suffisamment affûté pour pouvoir analyser, pour pouvoir ordonner une action économique dans le pays. Alors, maintenant, je crois qu'il faut peut-être continuer d'attendre. Il faut continuer d'attendre parce que le gouvernement est mis en place. Il faut donc voir, comme on dit, le maçon au pied du mur. Oui, mais il y a des analystes politiques qui posent quand même des questions de fond. On estime que, on se demande comment le président Oligui Nguema va poursuivre l'élan actuel de lutte contre la corruption, la gabegie, le clientélisme, le chômage. Lui qui n'est pas un étranger au système Bongo Ndimba, qui l'aura sécrété et qui aura servi pendant plus d'un quart de siècle. Est-ce que la mutation est possible? Est-ce que c'est attendu? Oui, elle est possible dans la mesure où il est vrai qu'il a cet héritage. Il fait avec les mêmes Gabonais, hein, ils n'ont pas changé. Il a cet héritage-là, mais je pense, même si on pourrait augurer du fait que la transition était en fait une semi-campagne pour arriver à la présidentielle. C'est vrai. Mais je pense que le président Clotaire Oligui Nguema a démontré pendant tous ces longs mois-là une volonté de rupture, de changement, de voir un Gabon prospère. Il a commencé à lutter contre la gabégie, il a réduit les salaires, il a fait des privations ça et là, il est allé au-dedans, toucher le peuple, vivre avec le peuple et prétendre qu'il voulait apporter des solutions idoines à leurs problèmes. Et il a interpellé même les entreprises d'électricité qui ne faisaient pas leur travail. Il demandait à ce que chacun réponde à ce qui était sa volonté. Moi, je peux penser de manière objective qu'il y a une volonté
de prospérité, d'aider le Gabon et de mettre les gens qu'il faut à leur place afin que ce Gabon-là soit un nouveau Gabon. Je pense plutôt que le président Oligui a eu comme atout les 20 mois de transition qu'il a passé à la tête du pays. Absolument. Ont permis justement de se rapprocher l'administration des administrés. Il a réussi justement à convaincre les Gabonais et à rallier un plus grand nombre à la cause qu'il défend, qu'il présente aujourd'hui. Le Gabon a cette chance que pendant près de 50 ans, ils étaient tournés uniquement vers une économie de rente où on exploitait uniquement le pétrole, où il n'y avait pas beaucoup de sources de revenus. Maintenant que le président Oligui a essayé d'ouvrir et d'appeler tous les Gabonais à la participation à la construction nationale, je pense qu'en ouvrant également l'économie, parce qu'il ne faut pas oublier que son principal motif, c'est le développement socio-économique du Gabon. Je pense qu'à ce niveau, donnons-lui quelques mois et au bout de 2 ou 3 ans, on verra, on pourra faire les premières analyses sur est-ce que ce gouvernement a réussi, est-ce qu'il a pu avoir du succès ou pas. On peut quand même espérer, docteur Bouto. Bien entendu, mais personnellement, la petite déception que j'ai eue, et cela en rapport avec mon positionnement, qui est essentiellement panafricaniste, c'est celui de voir qu'il n'y a pas eu des thématiques primordiales qui sont au cœur même du néocolonialisme, qui est un véritable cancer sous le pied de nos États aujourd'hui. Il n'y a pas eu l'évocation des problématiques de monnaie, par exemple, les bases militaires françaises au Gabon. Nous attendions ces thématiques-là. Nous attendions que M. Oligui aille dans ce sens-là, même de façon peinturée, mais voilà, c'est la petite déception. On a l'impression qu'il est la continuité de ses prédécesseurs. On est en train de finir, là, oui. Voilà, oui, juste quelques secondes pour dire que, effectivement, vous avez évoqué le tourisme également. Vous savez que je suis très à cheval avec ces questions-là. D'ailleurs, je devrais me rendre au Gabon en fin juin pour travailler avec le Gabon sur cette partie-là. Alors, oui, le tourisme, moi, ça m'intéresse parce que beaucoup d'États, y compris le nôtre, n'ont pas encore suffisamment mis au niveau où ça se devrait. Cette véritable manne avec des forces, avec, je vais dire, des avantages, avec des richesses énormes. Et donc, moi, je crois à cette politique-là, à cette vision-là, et je pense qu'effectivement, on devra lui donner quelques mois afin de juger son action. Mais l'unité nationale passe aussi par le tourisme. Hein. Absolument. Le tourisme de masse qui permet, par exemple, aux Camerounais de connaître leur pays, de rencontrer d'autres Camerounais, etc. Ça fait partie. N'est-ce pas J'ai tout un livre là-dessus. Donc, les Camerounais qui voudront me lire peuvent aller sur Amazon. Et j'en suis un parfait exemple. Du tourisme au Cameroun, 60-2010, David Eboutou sur Amazon. Et j'en suis un parfait exemple. C'est vrai, mon épouse m'enverrait, si je lui souhaite pas joyeux anniversaire, elle qui est de la région du sud-ouest, moi qui suis du centre, unité nationale. Alors, on va sortir Jean-Baptiste. Justement, on parlait du tourisme. Vous êtes président du réseau des communicateurs touristiques au Cameroun. Vous devriez avoir un événement qui s'appelait Rebranding Cameroun. C'est un atelier qui a été reporté, c'est ça? Alors, aux dernières informations. Qui a été redéployé parce qu'effectivement, l'atelier était prévu pour jeudi le 15 mai. Le 15 mai, on va plutôt faire les contributions touristiques pour vendre les régions, parce que le gouvernement a estimé qu'il était très proche cet atelier du 20 mai. Et donc, le 15, le 16, on retient la date, mais sauf que là, ça sera un webinaire avec les contributions qui viennent des régions, etc. Et puis, évidemment, l'atelier présentiel lui-même, ce sera le 27 juin prochain, afin que les Camerounais puissent comprendre et connaissent que le Cameroun est des continents. Merci d'avoir suivi cette édition de Scène de Presse. S'il plaît à Dieu, nous nous retrouvons dimanche prochain.